Bien, donc ma présentation est très simple. D'abord, je vais revenir sur la genèse de la notion de citoyenneté culturelle et les suites, certaines suites à la fois dans les milieux d'action, les milieux, ce que j'appelle les milieux de pratique, c'est-à-dire vous, les organismes culturels, les institutions culturelles, la recherche dans ça, c'est-à-dire moi, le chercheur, et vice-versa, parce que c'est vraiment une dialectique, c'est un mouvement de va-et-vient entre recherche et terrain, terrain et recherche. Et je vais surtout, évidemment, me concentrer sur le cadrage conceptuel, donc quelques paramètres importants de la notion. Genèse de la notion, bien, pas tout, mais une bonne partie, en fait, le socle de ma présentation d'aujourd'hui découle d'une étude qui avait été réalisée, que j'avais menée en 2010-2011, sur la participation culturelle des jeunes à Montréal. C'était une étude menée en partenariat avec Culture Montréal, financée par le ministère de la Culture. Et l'objectif à l'époque, très simplement, on s'était rendu compte qu'il n'existait aucune étude sur les jeunes et sur les différentes formes de participation aux arts et à la culture chez les jeunes au Québec et à Montréal non plus. On a des statistiques sur leurs pratiques culturelles, statistiques qu'on retrouve dans l'enquête quinquennale du ministère, à l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, mais aucune recherche qui vraiment partait de ce que les personnes, les jeunes, expriment eux-mêmes dans leur rapport et relation aux arts et à la culture. Donc, c'était assez, on était assez étonnés quand même de ce constat-là, et d'où l'objectif de la recherche, de creuser sur le plan qualitatif, c'est-à-dire en allant rencontrer des jeunes et moins jeunes, c'était une population de 12 à 34 ans, leurs raisons, leur motivation, vraiment le sens qu'ils donnent aux arts et à la culture, donc à leur pratique culturelle, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines, que ce soit pratique amateur, que ce soit pratique à visée professionnalisante, peu importe la posture, peu importe le contexte aussi, voilà, c'était de déblayer le terrain et aussi de creuser cette question des impacts dont on commençait à parler beaucoup à l'époque, les impacts, les répercussions des arts et de la culture sur les personnes, etc. J'avais déjà réfléchi à la notion de citoyenneté culturelle avec, j'avais participé avec le regroupement Art-Culture Rosemont Petite Patrie à leur réflexion à la fin des années 2000, en 2008-2009. Ils réfléchissaient à une micro-politique culturelle qui est finalement devenue une politique culturelle d'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Mais donc, je les ai accompagnés et déjà, l'idée de citoyenneté culturelle commençait à faire son chemin dans mon esprit. Mais c'est vraiment cette étude-là qui, pour moi, était un révélateur. Et en conclusion de l'étude, j'ai dégagé cette idée concernant la citoyenneté culturelle. Il y a eu des suites très directes et très concrètes assez rapidement à l'étude, c'est-à-dire que Culture Montréal, évidemment, s'est approprié et a mis de l'avant le concept de citoyenneté culturelle, mais le réseau des conseils régionaux de la culture aussi a été interpellé, évidemment, par le biais de Culture Montréal, de présentations que j'ai effectuées, et en a découlé une série de forums portant sur la participation – citoyenneté culturelle des jeunes au Québec. Donc, il y a près d'une dizaine de forums qui ont eu lieu entre 2014 et 2016, qui ont culminé avec un forum national à Québec. Et d'autres structures, la Ville de Montréal a, par exemple, créé un programme de pratique artistique amateur liant, donc, développement des quartiers, ancrage des jeunes dans les quartiers et citoyenneté culturelle. Vaudreuil-Dorion-Soulanges a fait la même chose avec la citoyenneté culturelle des jeunes. Et c'est pour vous dire que, on va à l'autre diapo, il y a différentes déclinaisons et c'est ici le sens vraiment important à retenir, c'est que du point de vue de la recherche, on développe, on travaille sur des concepts, on fait évidemment des enquêtes terrain. Moi, je suis un chercheur de terrain. Je vais avec mes équipes sur les terrains, on rencontre des jeunes et des moins jeunes et les concepts les plus théoriques, quels qu'ils soient, comme la citoyenneté culturelle, découlent de notre analyse et de notre contact au terrain. Mais ensuite, la notion elle-même, je dirais, recircule dans la société, est appropriée à différents niveaux, ensuite par la société elle-même. Et donc, vous aurez bien compris, une vision très décloisonnée des relations entre la science et la société, entre la recherche et les milieux de pratique. Je suis d'ailleurs l'OMEC, dont on a signalé l'existence, l'Observatoire des médiations culturelles, est une structure partenariale fondamentale entre la recherche et les milieux de pratique. D'ailleurs, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean en fait partie. Donc,
il y a un brassage par ce biais-là, et moi, comme chercheur, c'est extrêmement nourrissant. C'est extrêmement nourrissant d'être ici avec vous. Et en rebours, bien, c'est, en tout cas, on l'espère comme chercheur, être nourrissant de, voilà, de venir parler sur un plan plus conceptuel de certaines notions. Ici, c'est un autre exemple, plus récent, celui-là. J'ai accompagné l'arrondissement d'Outremont dans le développement de leur plan de développement culturel 2021-2026. Et vous voyez, simplement citer leur appropriation de la notion. Ils ont écrit « La citoyenneté culturelle se fonde sur l'expression de pratiques et d'identités culturelles diversifiées et sur la pleine participation à la vie culturelle. Elle mise sur des conditions propices à l'épanouissement des artistes de tous horizons et à un engagement citoyen. » Donc, on a là une appropriation. D'emblée, on a mis l'accent sur des identités culturelles diversifiées en raison de l'historique d'Outremont, différentes communautés, notamment la communauté juive hassidique, mais d'autres communautés aussi. Et ensuite, on rejoint ce que je qualifie de paramètres, disons, transversaux de la citoyenneté culturelle. Dans chaque région dans laquelle il y a eu des forums sur la citoyenneté culturelle, chaque région adaptait, s'appropriait la notion selon ses préoccupations, selon ses enjeux propres. Et c'est donc dans cet esprit-là que je vous inviterai à accueillir, à entendre ce que je vais dire sur la citoyenneté culturelle. C'est des balises, c'est un cadre, mais après, évidemment, à vous de l'incarner différemment selon, évidemment, les réalités propres de la région dans laquelle on se situe ici, mais aussi, encore plus précisément, selon vos propres organismes. Un autre exemple, le programme Étincelle qui a été lancé cet été par Culture pour tous, combine citoyenneté culturelle et un des objectifs de Culture pour tous cette année, la justice sociale. Et donc, un autre exemple ici, comment ils se sont appropriés le concept. Donc, ils se sont posé la question, qu'est-ce que la citoyenneté culturelle? Invite à réfléchir la participation des individus à la vie culturelle d'une façon nouvelle, en les interpellant non seulement en tant que spectateurs, mais aussi comme créateurs et diffuseurs de culture. Là, on est près de l'ADN, je dirais, de la citoyenneté culturelle, comme moi. En tout cas, ça, c'est pratiquement comme on peut le lire dans le rapport sur la participation des jeunes en 2012. La suite, par contre, est différente. Elle est appropriée. Dans sa pensée, elle s'inscrit à merveille dans l'élan de notre époque et de la transformation numérique, nous ouvrant à de nouvelles manières de produire, de partager et d'utiliser les connaissances. Dans sa pratique, elle participe à l'émancipation des individus, engage une distribution plus équitable du pouvoir et favorise l'apparition de formes collectives, horizontales, dynamiques et originales. Là aussi, encore une fois, l'ADN de la citoyenneté culturelle, je vais y revenir dans ma présentation tout à l'heure, perspective horizontale, désir d'émancipation, volonté d'appropriation, d'expression, mais qui peut aller justement jusqu'à l'émancipation, donc la remise en question de rapports de force, de structures de domination culturelle, politique, économique, etc. Pour Culture pour tous, l'accent a été mis ici d'emblée sur l'émancipation. Et avec une raison très claire, leur objectif était d'arrimer citoyenneté culturelle et la thématique de l'année, la justice sociale. Donc, un autre organisme aurait pu avoir une autre préoccupation, puis aller chercher dans la citoyenneté culturelle éventuellement d'autres ingrédients, d'autres éléments. Ici, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et ils posent une bonne question que je vous invite à lire. Au final, elle pose la question suivante, donc la citoyenneté culturelle, comment les capacités de chacun à découvrir, jouir, créer, partager et protéger la culture peuvent-elles être activées? Et donc, le programme Étincelle a été lancé cet été. Et donc, 5 projets ont été retenus, donc 5 projets qui répondaient à ces critères de citoyenneté culturelle-justice sociale. Donc, vous avez ici là, les captures web des projets, Côte-Nord, Tisser ensemble le territoire, Estrie, la fanfare Fun Faire présente la Fun à faire, là, vraiment centré sur les liens entre générations. Ici, aînés et jeunes au BIC, avec la Maison de la culture du PIC Champlain, jusqu'à la dernière miette, là aussi théâtre côte à côte, voilà. Et Terre promise, semi-meublé, l'organisme à Montréal sur les temps publics, là aussi avec d'autres visées. Bien, donc, suite, cette fois, après les terrains, mais toujours des terrains qui continuent. Il y a une phase 2 de l'étude de 2011-2012 qui est en cours d'achèvement. Donc, cette fois, l'idée a été, et là, de mon côté, comme chercheur, en relation, partenariat directement avec le réseau, cette fois, des conseils régionaux de la culture,
l'idée a été de reprendre l'étude de 2011-2012 qui se concentrait sur l'île de Montréal, mais de sortir de Montréal. Donc, d'aller dans 3 régions au Québec. Il y a eu Montérégie, Bas-Saint-Laurent, centre du Québec. Et aussi avec une population plus jeune, cette fois, centrée sur, disons, les 12, 18, 19, 20. Donc, la moyenne d'âge est de 16 ans et demi. Donc, pour aller, voilà, creuser certaines dimensions de la participation et de la citoyenneté culturelle, comme ressorti en 2012, mais cette fois dans d'autres territoires. Donc, les résultats de l'étude seront bientôt disponibles, probablement cet hiver ou au printemps prochain, ça reste à voir, mais bref, vous aurez des suites à cet égard-là. De mon côté aussi, j'ai poursuivi des terrains plus spécifiques, notamment à Québec avec le Cégep Garneau. J'ai une collègue en cinéma qui s'est beaucoup intéressée justement à la posture des jeunes en classe face au cinéma, et avec des professeurs de cinéma et d'autres disciplines, pas uniquement en culture, mais en sciences de la santé, en physique, en mathématiques, chimie, biologie, qui eux-mêmes spontanément se sont appropriés cette idée de mise de l'avant, notamment à certains niveaux, de passeurs culturels. Et donc, on réfléchit comment, à partir de la notion de citoyenneté culturelle, incarner cette posture comme professeur de passeur culturel et du point de vue des étudiants, de citoyens culturels dans un contexte donné comme un cégep, en l'occurrence le Cégep Garneau. Et la notion aussi a été travaillée, notamment par un étudiant que j'ai co-dirigé, François Derbas-Thibodeau, dans le contexte des bibliothèques publiques. Donc, différents types d'institutions qui se questionnent aussi sur leur façon soit de se rapprocher, soit d'améliorer leur accessibilité, ou alors dans une démarche beaucoup plus, je dirais, soutenue d'inclusion, de démocratie culturelle, qui est totalement autre chose que la démocratisation de la culture, et donc d'inclusion, voire même d'émancipation, et donc qui implique d'autres outils conceptuels, mais aussi pratiques pour réfléchir en tant qu'organisme ou institution notre rapport à différents types d'individus, qu'ils soient jeunes, personnes aînées, personnes avec des handicaps, etc. J'ai d'ailleurs une collègue à l'UQAM qui vient de créer une chaire de recherche sur la citoyenneté culturelle et les personnes sourdes et muettes au Québec. Donc voilà, un arrimage fort entre la notion et des personnes avec certaines problématiques et caractéristiques. Bien, maintenant, j'arrive au cœur de mon propos pour la suite, donc cadrage conceptuel. D'abord, quelques considérations préalables. Pour bien poser la toile de fond, parce que la citoyenneté culturelle, comme la démocratie culturelle, je vais parfois faire des parallèles entre les deux parce que les deux se rapprochent, mais se distinguent quand même sur certains points. La citoyenneté culturelle et la démocratie culturelle, mais surtout la citoyenneté culturelle, n'arrivent pas comme ça dans un vacuum. Il y a un contexte, il y a des éléments préalables qu'il faut, en tout cas à mes yeux, poser. D'abord, l'élargissement de la notion de culture. Disons, historiquement, si on remonte au 19, disons, pour faire vite, au 19e siècle, début 20e siècle, on assiste, surtout au début du 20e siècle, vraiment au premier, ce que je qualifie de premier élargissement majeur, significatif du champ culturel avec l'avènement des industries culturelles, que ce soit le cinéma, que ce soit ensuite plus tard la radio, la télévision, la radio, le cinéma, plus tard la télévision et aujourd'hui le web, etc. C'est un élargissement du champ classique, historiquement situé de la culture, c'est-à-dire les beaux-arts, la musique classique, le théâtre, la littérature, etc. D'un champ relativement circonscrit, délimité, à partir du 20e siècle, on observe un élargissement très sensible et soutenu par les industries culturelles d'abord et de plus en plus ensuite par ce qu'on appelle la créativité. D'ailleurs, les industries culturelles sont devenues ou appelées industries créatives. Les villes se sont maintenant devenues, voilà, on se proclame ville créative ou arrondissement créatif à Montréal, etc. Bref, un élargissement vers le culturel, autrement dit, vers une définition non pas a priori de ce que doit et peut comporter les arts et la culture, l'opéra, la littérature, le théâtre, et puis le reste n'est pas de la culture. Non, une définition a priori ouverte de la culture qui fait qu'on passe de la culture au culturel. Et dans le culturel, effectivement, à partir de là, on peut rentrer toute une série d'autres disciplines, d'autres postures,
dont la posture amateur, dont la culture amateur, etc. Bref, on ouvre la porte vers, effectivement, le culturel et aussi vers le socio-culturel, c'est-à-dire des couplages entre le champ culturel et d'autres champs de la société qui, autrefois et auparavant, étaient relativement autonomes les uns par rapport aux autres. Il y avait le champ culturel, le champ économique, le champ politique, le champ social, le champ de l'éducation. Il y avait parfois des imbrications très fortes entre certains champs, mais il y avait quand même, si on se téléporte au 19e siècle, c'était une distinction assez importante entre les différents champs. Aujourd'hui, on parle de rapprochement, et c'est l'autre diapo, de croisement entre technologie et culture, on l'a vécu évidemment de plein fouet avec la pandémie, éducation, culture, culture-éducation, l'importance de ces liens, de loisirs culturels, le social et la culture, les impacts sociaux de la culture comme moteur de transformation sociale, la culture dans les hôpitaux, la culture en santé, l'agenda 21 de la culture mis de l'avant par le gouvernement qui fait des ponts entre culture, développement durable et développement des territoires, l'économie et la culture, bien évidemment. Bref, on peut résumer ça à, je dirais, le passage de la culture comme idéal civilisationnel, c'est-à-dire d'élévation de l'esprit, qui était raccroché, évidemment, à cette idée de la culture comme champ restreint, et donc avec un corpus de disciplines légitimées, à la culture comme moyen de communication et vraiment de diffusion et de partage entre les individus. Et ça, sur le plan conceptuel, sur le plan épistémologique, mais aussi sur le plan pratique, les institutions culturelles en sont le révélateur, les organismes culturels aussi, les politiques culturelles montrent, si on prend les différentes incarnations de la politique culturelle du gouvernement du Québec ou de la Ville de Montréal ou de tel ou tel arrondissement, on voit, voilà, des passages de cet élargissement de la notion de culture. Et donc, ce sera l'autre diapo, la citoyenneté culturelle fait partie, s'inscrit, tout comme la démocratie culturelle, dans cette définition a priori ouverte des arts et de la culture. Et elle s'inscrit dans ce que j'appelle trois impensés, c'est-à-dire quand même trois défis ou trois lacunes qu'on peut observer dans l'état de nos connaissances, en tout cas du point de vue de la recherche, mais aussi des acteurs terrains qui manifestent leurs besoins. L'acteur et ses motivations, et incluant, quand on parle de raisons et motivations, on parle aussi des freins, des empêchements, des obstacles à la participation culturelle ou à une vie, entre guillemets, active sur le plan des arts et de la culture. Et effectivement, il y avait beaucoup, et il y a toujours des données quantitatives, mais le problème avec ça, c'est que l'acteur est souvent réduit effectivement à une statistique, à des pratiques. Voilà, il y a tant de % de jeunes qui vont au théâtre ou qui n'y vont pas. Mais pourquoi participent-ils? Pourquoi ne participent-ils pas? Quelle est la propre définition de la situation? Autrement dit, comment la personne, jeune, moins jeune, définit elle-même d'abord la participation culturelle, mais ensuite au même ce qu'est la culture. Et tant qu'on ne fait pas ce pas-là, tant du côté, de la recherche que du côté d'organismes ou d'institutions culturelles, bien, on peut difficilement comprendre justement les motivations et les obstacles à la participation même à la culture. Et c'est là que la citoyenneté culturelle part nécessairement de la façon dont la personne conçoit son rapport aux arts et à la culture, et non l'inverse, et non de l'institution ou de l'organisme. Donc ça, c'est un élément déjà fondamental. C'est vraiment une perspective du bas vers le haut, si on conçoit que le haut est une institution. Mais en fait, ce n'est même pas ça. C'est une perspective horizontale entre individus et institutions, organisations et milieux scolaires, ou peu importe. Ce n'est même pas du haut vers le bas ou du bas vers le haut. C'est autre chose, c'est une autre perspective, beaucoup plus horizontale. Deuxième lacune, deuxième impensé ou défi, c'est que la participation culturelle, elle est même conçue de façon plus, je dirais, qualitative, en questionnant les personnes, souvent elle est, ou elle était, je dirais, réduite soit à de la consommation-fréquentation, je vais au théâtre, je consomme des films sur Netflix, ou je fais X, Y, Z, peu importe, ou à de la création artistique, dessinée, chantée, etc., et aussi de l'interprétation, donc faire partie d'une chorale, interpréter des œuvres, etc., mais globalement, là, lorsqu'on faisait le tour à la fois de la recherche puis des acteurs terrains, spontanément, les trois modalités de la participation, c'était celle-ci.
Or, mon contact avec les personnes, et notamment les jeunes, mais aussi les personnes aînées, j'ai travaillé avec la Grande Bibliothèque du Québec auprès de personnes aînées, me montrait, après à peine quelques heures d'échange, que les modalités, les façons de participer étaient beaucoup plus complexes que ces trois pôles-là, qui sont, on l'entend, les pôles majeurs, des pôles importants, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. Et le troisième élément, le troisième impensé, bien, les répercussions, les fameuses répercussions des arts et de la culture, les impacts. On en a beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup, mais il y a finalement très peu d'études qualitatives, encore là, qui vont sur le terrain pour tenter de comprendre quels sont les impacts. Donc, d'où cette idée de concevoir une étude qui allait creuser, je dirais, ces aspects-là avec une perspective centrée sur les éléments que je viens d'évoquer. Il y a donc des processus associés à la participation culturelle que certains outils conceptuels ne peuvent que partiellement saisir. Et moi, comme chercheur, les réalités sur le terrain m'indiquaient tout autre chose. En tout cas, m'indiquaient qu'il y avait une complexité là. Et c'est en discutant avec plusieurs personnes qu'on a conçu cette idée de faire un projet, d'où la citoyenneté culturelle en est ressortie. Autre élément de cadrage important, la question de l'interprétation, de l'expression et de l'action. Vous allez lire ici, vous voyez écrit quelque chose qui, vous êtes dans des organismes culturels, vous apparaît naturel, mais qui est quand même important de rappeler, parce que ce n'est pas si naturel que ça en dehors, parfois, du cercle des milieux culturels. Il faut le rappeler, hein, l'importance des arts et de la culture, c'est ça, mais il faut se le rappeler aussi comme intervenant et comme chercheur. Par la culture, les individus peuvent de façon plus ou moins consciente entrer en dialogue avec eux-mêmes et avec les autres, instaurer un espace dialogique qui est proprement politique en ce qu'il sort l'individu d'une perspective solipsiste, c'est-à-dire centrée sur ses intérêts particuliers. Je m'inspire beaucoup dans mes travaux du philosophe Paul Ricoeur, qui s'inscrit philosophiquement dans une démarche qu'on appelle herméneutique. L'herméneutique met l'accent sur l'interprétation que la personne formule d'elle-même pour construire son identité. Et ce que Ricoeur montre, c'est que cette interprétation-là, dans un ouvrage absolument remarquable au titre éclairant, « Soi-même comme un autre », c'est que le soi-même, la construction de soi, par le biais du récit que l'on construit sur soi, voilà, je suis Christian Poirier, je suis X, Y, Z. Cette construction-là se fait toujours, évidemment à différents niveaux, mais en relation avec autrui, avec autre que soi, avec même imaginaire. Et c'est là que Ricoeur met l'accent sur le rôle des arts et de la culture, la littérature, entre autres, qu'il a beaucoup étudié, mais pas uniquement, comme médiateur. Voilà, je parle de médiation culturelle, médiateur entre le pôle de l'identité et le pôle de l'altérité, c'est-à-dire de la société, des autrui significatifs pour moi. Et que ce soit un livre, que ce soit une peinture, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une musique, il y a ce que Hannah Arendt, un autre philosophe que je mobilise beaucoup dans mes travaux, Hannah Arendt parle d'un décentrement. Dès que je vois une peinture, je me décentre par rapport à moi-même, il y a un décalage, je ne suis plus centré sur mes propres intérêts particuliers, je suis potentiellement en dialogue avec autre que moi-même. Et c'est ça le pouvoir pour Arendt, et Ricoeur et d'autres, le pouvoir des arts et de la culture, il est entre autres là, et c'est par le biais de cet interstice-là que la citoyenneté culturelle se déploie. Que se déploie la relation par le cinéma, le théâtre, la radio, peu importe, la relation entre construction de mon identité et en même temps dialogue réel, concret ou imaginaire avec autre que soi, avec d'autres personnes. Et donc, la possibilité, c'est le deuxième élément, de transcender sa propre individualité et de s'ouvrir, même de façon imaginaire, à une pluralité, une diversité de perspectives. C'était central chez Hannah Arendt, les arts et la culture nous permettent d'accéder à cette caractéristique fondamentale du politique, selon Arendt, la pluralité, la diversité. Ça permet l'expression de la diversité. Le politique et la culture, pour Hannah Arendt, partagent parmi les champs de la société, champs économiques, etc., la politique et la culture partagent cette caractéristique de permettre l'expression de la pluralité et de la diversité. Je m'exprime, voici ce que je suis. Voici ce que je veux, voici ce que je revendique,
et en même temps de dialoguer, de discuter et d'éventuellement créer, de co-construire un monde commun par ce biais-là. Et c'est la raison pour laquelle Arendt voyait une fonction politique majeure aux arts et à la culture, tout comme Paul Ricoeur d'ailleurs, c'est que interprétation, expression et action sont constamment liées. D'ailleurs, c'est un autre titre d'un ouvrage de Paul Ricoeur, L'interprétation comme action, herméneutique de l'action. C'est vraiment l'imagination est elle-même action et le dialogue, même imaginaire avec autrui, il est déjà un pas dans l'action. Donc, si en plus de réfléchir par soi-même à un film, par exemple, sur l'environnement qui nous questionne, en plus qu'on en parle avec d'autres personnes très concrètes et qu'on décide de faire quelque chose, bien là, on fait un pas de plus encore, davantage, bien évidemment, dans l'action politique à proprement parler. Mais avant de comprendre cette action politique-là, à la Richard Desjardins, par exemple, ou d'autres, il faut comprendre le pouvoir politique lui-même des arts et de la culture. Et c'est là que la citoyenneté culturelle, je dirais, embarque, c'est-à-dire qu'elle est active parce que qui dit citoyen dit combinaison d'un individu et de la caractéristique politique, d'une dimension politique. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas participation culturelle ou pratique culturelle ou même démocratie culturelle. C'est le mot, c'est citoyenneté culturelle parce que la dimension politique, qui est ici sous-jacente, est évidemment très, très présente. Je passe là-dessus, on passe l'autre. Donc, voilà, les trois pôles de la citoyenneté culturelle pour schématiser, pour résumer. La culture, bien évidemment, l'identité, les identités, le politique. Le politique, pas la politique, mais bien le politique au sens large. La culture, je vais y revenir dans un instant, mais que j'appréhende spécifiquement par la participation culturelle puis les représentations de la culture même. Comment les personnes définissent la culture et comment elles définissent leur modalité de participation culturelle. L'identité, les identités, quelles qu'elles soient, identité personnelle, évidemment, on part, en tout cas dans mes travaux, on part des individus, jeunes ou personnes aînées à la grande bibliothèque ou personnes sourdes et muettes de ma collègue à l'UQAM, peu importe, on part de personnes qui, par les arts et la culture, expriment leur identité personnelle et pour certains, ça peut s'arrimer évidemment à des caractéristiques identitaires plus fortes. Personnes marginalisées, personnes sourdes et muettes, personnes avec handicap, personnes X, Y, Z, personnes, donc caractéristiques de sexe, de genre, d'âge, peu importe les variables identitaires, on peut l'aborder de cette façon, ou alors l'aborder de façon très transversale dans la phase 2 sur les jeunes dans les 3 régions du Québec. Les jeunes, chacun exprimait des aspects identitaires qu'ils souhaitaient exprimer. Donc, pour certains, c'était des questions de sexe et de genre, pour d'autres, c'était vraiment l'âge, pour d'autres, c'était des situations de handicap, pour d'autres, c'était peu importe quoi, l'identité de gamer, l'identité, peu importe son identité, mais il y avait un aspect identitaire. En fait, dès qu'on posait la question, pour toi, c'est quoi les arts et la culture, c'est quoi la participation culturelle, rapidement, il y avait des aspects identitaires qui tout de suite, qui étaient formulés dans leur réponse. Donc, ça montre la centralité du pôle. Et il y a le pôle, bien entendu, politique, que je viens déjà dont je viens d'esquisser certains paramètres, mais le politique au sens large, donc pas la politique, élection politique ou le gouvernement, non. Le politique, c'est-à-dire l'espace de l'expression et de la discussion entre citoyens. Et c'est là que Hannah Arendt voyait, encore une fois, je me répète, mais il faut le faire, Hannah Arendt voyait la culture comme un champ du politique, c'est-à-dire comme une façon justement de s'exprimer, d'exprimer la pluralité par des façons différentes de la politique. Hein? Lorsque je suis artiste et que je m'exprime, ou même que je fais partie d'un organisme culturel, je m'exprime différemment, mais mon action peut avoir une portée politique qui prend un chemin différent de l'élu municipal ou de l'élu gouvernement, ou peu importe, du parti politique, mais qui prend quand même des voies et des chemins politiques parce que je m'exprime. Et si j'entre en plus par cette expression en dialogue, voire même co-construction dans un projet collectif, les 5 projets que j'ai présentés tout à l'heure, voilà des projets collectifs, bien là, je bascule totalement dans le politique selon Hannah Arendt et on est vraiment là dans la citoyenneté culturelle. Tout comme le dessin que je vous présentais tout à l'heure, bien, je vais revenir en conclusion, je le rappelle, le dessin, on était directement dans les 3 pôles culture, identité, politique. Bien, donc,
définition ici, et le PowerPoint sera disponible, hein, donc il pourra être partagé, excusez-moi de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais il sera partagé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc vous l'aurez à disposition. Mais vous avez ici, en résumé, une petite définition qui tente justement de mettre en mots la figure que vous venez de voir. Donc, citoyenneté culturelle s'intéresse aux façons dont les individus se construisent culturellement comme citoyens dans le monde, éclairant les dimensions identitaires et politiques du rapport à la culture chez les citoyens, des groupes, des organismes, des institutions. Elle considère les pratiques, représentations et dynamiques plurielles d'appropriation et de déploiement, ainsi que les enjeux et défis liés associés aux différentes formes, tant individuelles que collectives, de participation à la culture. Donc, dimension identitaire et politique du rapport à la culture, considère, je vais plutôt enchaîner là-dessus parce que je viens de parler de ce qui précède, considère donc les pratiques, les représentations aussi et les dynamiques plurielles d'appropriation, c'est l'idée de pluralité chez Hannah Arendt, la pluralité qui est ressortie de mes travaux, de mes terrains, de jeunes qui constamment combinent de la culture et du non-culturel, ou voilà, le jeune qui me parle à la fois de sa sortie au musée, mais en même temps de sa pratique du motocross, pour qui les deux sont intrinsèquement liés. Voilà, pour moi, le défi de la recherche que des institutions culturelles, c'est de comprendre ce jeune-là qui associe musée et motocross. Les jeux vidéo sont partout, à peu près pour les jeunes ados qu'on a rencontrés, mais ça aussi, c'est un autre défi. Mais bref, chaque personne vit dans un univers culturel, un monde culturel qui est signifiant, significatif pour lui. Et donc, lui-même bricole les différentes disciplines, les différents outils, les différents équipements culturels qu'il a autour de lui, à sa façon. Et il faut absolument comprendre comment c'est articulé pour justement bien saisir et ensuite, éventuellement, enclencher une action ou alors, comme institution, s'adapter ou inclure davantage certaines catégories de la population ou peu importe quels sont nos objectifs ensuite, ou créer, susciter un engagement communautaire dans son quartier ou dans la région ou développer le bénévolat culturel ou peu importe à quel niveau on se situe, quelles sont nos priorités. Il faut saisir la façon dont les personnes articulent. Voilà, donc on est fondamentalement dans la pluralité, dans la grande diversité. Mais ensuite, ce qui est important, c'est comment ces dynamiques-là sont appropriées, déployées, et évidemment avec les enjeux d'exclusion, d'empêchement, d'obstacles, donc d'évitement aussi, mais surtout d'exclusion, qui sont associés à ces différentes formes. Donc, c'est aussi un exercice, je dirais, et ça, les institutions culturelles, par exemple, avec qui je collabore, là, en ce moment, je collabore avec, par exemple, le Musée d'art de Joliette. Ils ont un programme sur les muséniaux, donc les jeunes, et là, eux aussi se questionnent, mais comment faire en sorte que les jeunes viennent davantage? Dans l'Anaudière, 25-30 % de population jeune, public du musée, 2 %. On a un problème majeur. Comment essayer de... Voilà. Et donc, comment des outils de la citoyenneté culturelle peuvent aider à renverser la perspective. Et ça a été clair. Et dans l'accompagnement qu'on fait, il faut partir des jeunes, d'où... Voilà, ils font des ateliers en ce moment. Donc là, ils viennent d'être conclus, les ateliers. Donc, il y a eu depuis, avant la pandémie et là, avec le retour, toute une série d'ateliers, mais avec des jeunes qui sont réunis comme vous aujourd'hui en salle pour vraiment partir de là, puis ensuite essayer de dégager du bas vers le haut, de dégager des éléments, des pistes d'action pour le Musée d'art de Joliette, pour concrètement changer ses façons de faire et inclure davantage les jeunes dans ces pratiques, parce que les politiques classiques d'accessibilité, même la gratuité, ne fonctionnent pas. Donc, il faut d'autres stratégies et d'autres façons de concevoir le rapport entre individus et institutions culturelles. D'autres façons de le présenter, la citoyenneté culturelle, donc c'est ce qui fait qu'un individu se construit culturellement comme citoyen dans le monde, hein, comme individu dans la cité. Hein, c'est important quand même de revenir à l'étymologie de citoyen, ce que ça veut dire, c'est l'individu dans la cité. Donc la citoyenneté, ce n'est pas une perspective individualiste.
C'est toujours l'individu, mais dans un contexte qui est celui de la cité, la cité au sens large, donc la société, son quartier, son arrondissement, sa ville, son environnement, son lieu, son cadre scolaire. Lorsque les jeunes du Cégep Garneau réfléchissent à la citoyenneté culturelle, ils réfléchissent dans le cadre du Cégep concret de Garneau. Voilà, donc l'individu situé. Mais ça pourrait être l'individu à la pulperie, comme ça pourrait être l'individu au Musée des Arts de Joliette, ou peu importe où, mais c'est l'individu situé dans un contexte. Donc, ça ici, c'est important de le rappeler. Et c'est ce qui constitue, par les pratiques et expériences culturelles, un individu sur le plan identitaire, évidemment, contribuant à la construction de sens par rapport à soi-même, aux autres et au monde, c'est-à-dire l'ensemble des dimensions à la fois matérielles, représentationnelles, que l'on peut vivre, auxquelles on peut penser à un moment donné. Donc, en fait, il y a toujours trois aspects. Il y a soi-même, autre que soi, donc d'autres personnes très concrètes ou imaginaires, mais aussi, plus largement, le monde comme tel, c'est-à-dire quel qu'il soit, et le dessin du début représentait ce monde-là aussi auquel on peut penser à un moment donné. Suivante, donc la citoyenneté culturelle est mise en relation et mise en récit entre un individu et lui-même, les autres et le monde. C'est la raison pour laquelle la citoyenneté culturelle ne peut pas s'observer dans des statistiques, elle ne peut pas s'observer voilà, de façon immanente, je dirais. Il faut poser des questions, il faut discuter, il faut parler avec des jeunes, avec des personnes aînées, avec des personnes avec handicap, avec peu importe qui. Il faut parler aux institutions qui la mettent de l'avant. Il faut, pour dégager ce que la personne elle-même exprime comme rapport aux arts et à la culture, que cette expression prenne une forme écrite, prenne une forme verbale ou prenne la forme d'un dessin, encore une fois le dessin du début. Il faut exprimer ce qu'on appelle, ce que Ricoeur nomme un récit, aussi fragmentaire soit-il, mais chaque jeune qu'on a rencontré dans la phase 2, on a rencontré plus d'une cinquantaine de jeunes dans 3 régions du Québec, chacun nous exprimait un récit de son rapport aux arts et à la culture. Donc, voilà, donc c'est une mise en relation du jeune, de la personne, avec la communauté, avec d'autres que soi, mais par le biais des arts et de la culture. Et deuxième élément, très important, bien évidemment, il articule toujours 2 dimensions. Un individu dans sa singularité, il se constitue, c'est le cas des jeunes, mais peu importe l'âge aussi, les personnes aînées que j'ai rencontrées continuaient à se développer sur le plan identitaire, justement avec maintenant du temps, à la retraite. Donc, justement, continuaient, donc développer leur singularité, mais en même temps, tout en projetant cette singularité vers ce qu'on appelle des horizons partagés. Horizon partagé de sens. Ah bien tiens, lui aussi partage non seulement mon goût culturel, mon intérêt culturel, mais il partage aussi ma sensibilité pour l'environnement, ou ma sensibilité pour les personnes démunies, ou ma sensibilité pour peu importe quoi. Et c'est là qu'il y a un dialogue qui s'inscrit, qui s'instaure, et peu importe, encore une fois, sa thématique, son enjeu sur lequel on travaille comme un organisme ou institution, ça peut être le patrimoine, ça peut être des enjeux d'art numérique, peu importe quoi, mais voilà, s'instaure un horizon partagé qui devient extrêmement important ici, donc vecteur de lien social. C'est fondamental ici, la citoyenneté culturelle, en tout cas comme appropriée par des organismes et des institutions culturelles ou des villes, en l'occurrence, ou des arrondissements. Il y a ce côté vecteur de lien social qui est souvent mis de l'avant. Donc, on passe. On peut passer également, je l'ai déjà abordé. Voilà, ici, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, c'est important parce que là, on a la dimension politique vraiment de très près, parce que tout ce cadre-là dont je viens de faire état, bien, il s'incarne dans le cadre de l'appropriation et du déploiement des moyens symboliques et matériels associés aux différentes formes que prennent leur participation et leur relation au champ culturel. Autrement dit, on est dans le très concret. Pourquoi? Parce que la citoyenneté, je l'ai dit, elle est nécessairement située. On est individu quelque part. On est dans un cégep Garneau, on est dans un musée d'art de Joliette, on est dans un arrondissement d'Outremont, on est dans un organisme culturel retenu par le programme Étincelle de Culture pour tous, on est dans X, Y, Z. On est dans un contexte donné et
dans ce contexte-là, a-t-on les moyens d'appropriation et de déploiement de ma conception des arts et de la culture? Si la réponse est oui, ça va bien. Si la réponse est non, ça va très mal. Si elle est plus ou moins, explorons, creusons qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et c'est là qu'on touche justement aux questions politiques, c'est-à-dire de rapports de force, de relations de pouvoir. Un musée n'est pas égalitaire, n'est pas ouvert à tous et à toutes. Il a, par le fait même d'être une institution, des normes, des moyens symboliques, des moyens matériels qui encouragent cette forme de participation et donc de public plutôt que d'autres. Et il exclut toute organisation, toute institution, incluant la mienne, l'université, inclut et exclut à la fois. Chaque institution sociale est une machine d'inclusion et d'exclusion, constamment. Et l'évolution des sociétés peut être vue comme justement une lente et longue discussion sur les conditions d'inclusion et les conditions d'exclusion. Tous les débats qu'on a actuellement sur l'appropriation culturelle, sur la diversité, y a-t-il suffisamment de femmes cinéastes, etc., sur l'équité dans les arts et la culture. Bref, toutes ces discussions-là se sont incarnées évidemment différemment à d'autres époques. Il y a eu des enjeux socio-économiques, travailleurs, travailleuses culturelles qui étaient mis de l'avant. Voilà, chaque société, chaque époque historique a ses chevaux de bataille, a ses dynamiques, ses enjeux. Mais aujourd'hui, les questions identitaires sont devenues extrêmement importantes dans tout ça. Mais au-delà de cela, voilà, dans chaque institution, il y a des cadres, il y a des... Anthony Giddens, un sociologue britannique, mentionne avec sa théorie de la structuration, la structure, elle est à la fois structurante, c'est-à-dire qu'elle fournit un cadre, mais elle est en même temps structurée par les individus qui sont dans le cadre. Et l'individu lui-même, il est aussi bien structurant, c'est-à-dire qu'il influence le cadre structurel dans lequel il est, mais il est en même temps structuré par la structure. Et qu'on fasse du bénévolat dans un organisme de loisirs culturels ou qu'on soit élève ou professeur au Cégep Garneau, on est à la fois structurant, on a notre mot à dire, mais on est en même temps fortement structuré. Toute institution fonctionne selon ce schéma-là. Et à partir de là, la citoyenneté culturelle, c'est de poser la question. Mais compte tenu de ça, de ce contexte-là, et compte tenu de la définition que me donne telle personne, elle, de la façon dont elle envisage son rapport aux arts et à la culture, est-ce qu'il y a adéquation ou pas? Est-ce qu'il y a passerelle possible entre les deux? Et si oui, à quel niveau? Et comment co-construire ce niveau intermédiaire de la relation, de la médiation? C'est ce qu'on fait beaucoup en médiation culturelle, c'est ce que vous faites beaucoup, les médiateurs, médiatrices ici présentes, mais en recherche sur la médiation culturelle, c'est ce qu'on observe aussi. Comment mettre en relation une position intermédiaire entre contenu artistique, dimension artistique, culturelle, dispositif et différentes catégories de population, publique, peu importe comment on les nomme. Et en partant de l'individu, en partant du rapport, mais toujours qui tient compte du cadre, du contexte. Venir à la pulperie, c'est une chose, aller au musée d'art de Joliette, c'en est une autre. Les contextes sont différents, les façons de faire sont différentes, à la fois symboliques, mais aussi concrètes, pratiques. Bref, tout ça s'incarne de façon très contextualisée. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. C'est ici que la question des rapports de pouvoir, des relations de force se dessine et doit être mise de l'avant et problématisée. Ce qui est évidemment très exigeant aussi pour une structure qui décide de le faire. L'arrondissement d'Outremont, dans son plan de développement culturel, ils étaient conscients de ça, mais ils se sont dit, on est rendu là, on doit réfléchir les questions d'inclusion, d'exclusion, de communautés marginalisées, etc., dans l'arrondissement d'Outremont. On est rendu là, comme société, comme arrondissement, pour 2021-26, c'est ce qu'on va mettre dans notre plan. Ils auraient pu décider de ne pas le faire, c'est ce qu'ils ont mis de l'avant. D'autres arrondissements, d'autres organismes mettent de l'avant autre chose, selon leur propre dynamique, leurs propres enjeux. Outremont a décidé ça, mais d'autres auraient pu faire autre chose. Le Musée des beaux-arts de Montréal, lui, décide tel et tel aspect, l'inclusion entre autres, mais d'autres structures, Place des Arts et autres, ont d'autres stratégies, d'autres façons de problématiser les choses. Donc, c'est à chacun, mais je dirais que peu importe la façon de l'amener, il faut mettre de l'avant ces questions-là. Sinon, on va toujours continuer dans des
publiques et non publiques, des personnes qui viennent, d'autres qui ne viennent pas. Puis, et à ce moment-là, je dirais qu'on avance très peu en termes à la fois de réflexion du plan de la recherche, mais aussi d'action sur le plan pratique. Un élément absolument important ici, pour rappel, pas pour rappel, mais je crois que, enfin, c'est sous-jacent dans ce que je viens de présenter, mais il faut quand même bien le poser, qui est lié parfois au mot même de citoyenneté. C'est vraiment une citoyenneté substantielle, différenciée selon les identités de chacun, les groupes d'appartenance, et on peut passer à la suivante. On peut passer encore. Voilà. La citoyenneté et les autres formes de citoyenneté. S'il vous plaît. Voilà. Il y a une citoyenneté, évidemment, formelle. On la connaît à peu près toutes et tous. Nous sommes citoyens canadiens, citoyennes canadiennes ou autres. Voilà, ça c'est la citoyenneté formelle, la citoyenneté qu'on appelle politico-juridique, d'appartenance à un État, nation, à une communauté nationale ou plurinationale, peu importe, dans le monde, mais la citoyenneté juridique, formelle, avec des droits et des devoirs. C'est une citoyenneté que l'on peut aussi nommer la citoyenneté octroyée. Autrement dit, on la possède, et très souvent même on la possède de naissance, ou on l'acquiert dans un processus migratoire, mais elle vient avec un bagage de droits et de devoirs. Bon, les droits, droit de vote par exemple, les devoirs, bon, certains devoirs changeant d'une société à l'autre, mais surtout des droits en fait, beaucoup de droits. Mais est-ce que la citoyenneté, elle est effective, elle est réalisée, elle est effectuée, concrétisée? C'est une autre chose. Est-ce que je vais voter, même si j'ai le droit de vote? Oui ou non? Est-ce que j'exerce ma citoyenneté octroyée, formelle? Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, la citoyenneté formelle, juridique, peut s'incarner de différentes façons. La citoyenneté culturelle, c'est tout le contraire. La citoyenneté culturelle, elle n'est jamais octroyée, elle est exercée. Et ce sera l'autre diapo. Elle ne peut être donnée, elle est pratiquée à différents degrés. Donc, la citoyenneté culturelle, sur le plan formel, ça n'existe pas. Il n'y a pas comme un passeport citoyenneté culturelle, comme j'ai un passeport de citoyenneté canadienne. Il n'y a pas un papier citoyenneté canadienne, citoyenneté culturelle, pardon. Elle est exercée, elle est incarnée dans l'exercice même de la participation aux arts et de la culture et à la fois des raisons et motivations et des répercussions comme individu que je cerne par rapport à cette participation-là. Vous voyez donc la distinction, elle est importante parce que on peut parfois mêler les choses et c'est pour ça qu'un auteur comme Gaventa me permet de bien poser. Gaventa rappelle, il faut distinguer les formes de citoyenneté octroyée de celles exercées, voire même de concevoir une citoyenneté. Et lui, ne parlait pas de citoyenneté culturelle ici. Gaventa s'est beaucoup intéressé au milieu communautaire, au milieu social, les organismes sociaux, etc. Il dit une citoyenneté signifiant non seulement une participation active à la société et ses différentes dimensions, sociale, économique, politique, culturelle, environnementale, mais précédant ou débordant toute forme de citoyenneté politico-juridique. Et dans les milieux communautaires, dans les milieux d'engagement citoyen, dans lesquels on peut être engagé sans même avoir la citoyenneté formelle, juridique, bien voilà, c'est quoi cette forme de citoyenneté-là? Donc, vous voyez la distinction. La citoyenneté culturelle, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une citoyenneté, peu importe en fait son statut, évidemment, de citoyenneté formelle, on peut l'exercer, mais il faut l'exercer. C'est-à-dire que la citoyenneté ne se révèle qu'en l'exerçant ou qu'en y pensant, mais déjà y penser, c'est une forme d'exercice de la citoyenneté culturelle. Mais voilà, donc c'est une distinction importante ici pour rappel. Et donc, ce qui m'amène à l'autre diapo sur les droits culturels dont on entend parler, mise de l'avant par différentes structures, la Ville de Montréal, mais aussi d'autres contextes au Québec et ailleurs dans le monde. En France, on parle beaucoup de droits culturels en ce moment. La citoyenneté culturelle rejoint en partie les droits culturels parce que, évidemment, cette idée d'épanouissement, d'expression, d'ouvrir les voies d'appropriation des cheminements culturels, c'est-à-dire d'ouvrir les façons de s'exprimer, faire en sorte que les dispositifs
par exemple, numérique, les plateformes Netflix et autres soient le plus ouvertes à la diversité d'expression culturelle et de contenu, on touche des enjeux qu'on peut voir tout à fait sous l'angle des droits culturels. J'ai le droit de m'exprimer culturellement, donc j'ai le droit de consommer culturellement une variété, une diversité de contenus culturels. Donc, les enjeux actuels sur la découvrabilité des contenus culturels, les missions franco-québécoises sur la diversité de contenus, bref, ce bras de fer avec les GAFA, GAFAM de ce monde, on est dans cet esprit-là. Mais une façon d'y répondre, c'est d'octroyer, de légiférer, de dire, bien voilà, les Indiens ont des droits culturels et donc en France ou peu importe dans quel pays, il y a des droits culturels et donc les entreprises, Amazon et autres, doivent s'y plier. Mais vous aurez bien compris que la citoyenneté culturelle, ce n'est pas ça. Ça rejoint ces dimensions-là, mais c'est une approche sociopolitique et non juridique de la culture. C'est une approche qui part des individus et non d'un droit qui est octroyé aux individus. Donc, c'est autre chose. Par contre, ça se rejoint sur différents éléments, mais je ne creuserai pas ces aspects. Bien, je passe là-dessus pour aller, s'il te plaît, la diapo sur les dimensions de la citoyenneté culturelle. Donc, les cercles, les grands cercles. Plus loin. Voilà, c'est là. C'est là. Donc, de façon très pratique, comment, moi, comme chercheur, puis avec d'autres organismes et institutions culturelles, on prend à bras le corps. Bon, j'ai évoqué plusieurs concepts. Hein, je l'avais dit, ça allait être un peu théorique. Je suis allé chercher des philosophes et tout. Bon, mais encore une fois, avec pour rappel que ça, pour moi, comme chercheur, découle de mon contact avec les terrains, avec les jeunes, entre autres, que j'ai rencontrés. Mais de façon, je dirais, plus intermédiaire, plus opératoire, disons, voici comment je cerne, je creuse la citoyenneté culturelle. Il y a 5 dimensions que je décline de différentes façons, mais d'abord les pratiques et représentations de la participation culturelle, la culture, les raisons et motivations, les freins, empêchements et obstacles, puis les répercussions, les impacts des arts et de la culture sur les individus et sur la société. Et, diapo suivante, ça me donne une série de questionnements qui peuvent être des outils, justement, pour se questionner aussi comme organisme ou institution culturelle ou peu importe, mais participation culturelle et culture, qu'est-ce que la participation culturelle du point de vue des personnes? Ici, c'était l'étude sur les jeunes, des jeunes. Quelles sont les différentes modalités? Oui, il y a création, il y a consommation, fréquentation, il y a interprétation. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Et si oui, quoi? Et comment? Et quel agencement? Quelle signification les jeunes associent à cette participation? Le sens que l'on donne à ça? Pour que le champ culturel devienne ce que j'appelle un monde culturel, il faut que ce champ-là soit significatif pour les individus. C'est dans le sens qu'un individu donne au champ culturel, évidemment dans les pratiques qu'il exerce, que ce soit le théâtre, le patrimoine, le dessin ou peu importe, que ça devient un monde culturel, c'est-à-dire un espace significatif pour la personne. Et là, on entre dans le périmètre de la citoyenneté culturelle. Mais donc, signification associée à cette participation. Quelle conception et représentation les jeunes ont-ils aussi de la culture? Vous serez peut-être étonnés, mais c'est une des questions qu'on posait, une question absolument complexe, difficile. Vous le savez, vous êtes dans les milieux culturels. Si je vous posais là spontanément la question, c'est quoi pour vous la culture? Vous avez sans doute déjà fait l'exercice à maintes reprises, mais à chaque fois, c'est extrêmement, complexe. On posait la question et on pose toujours. Donc, à nos jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est dans notre protocole d'enquête, de recherche, c'est quoi pour toi la culture? Et ça sort de la façon dont ça sort pour un jeune de 12, 13, 14 ans, peu importe, du très articulé, beaucoup plus que moi, même parfois dans mes cours, ben, tiens, je vais te dessiner c'est quoi pour moi les arts et la culture, tiens, je vais te montrer parce qu'ils sont sur, puis ils me montrent une vidéo. Peu importe la façon dont ça sort quand même et c'est extrêmement riche à analyser. Et pour des organismes et institutions culturelles, c'est très, très, très porteur aussi. Et donc, quelle représentation ils ont des arts et de la culture et de la participation culturelle aussi. Donc, des choses fondamentales. Raison et motivation, là aussi, on creuse. Freins, empêchements, obstacles, là, on creuse les rapports de force, les relations de pouvoir.
et les répercussions personnelles, identitaires, répercussions aussi dans la relation avec autrui, tous les types de répercussions que les personnes peuvent identifier. Donc, c'est des façons très concrètes. Ça se décline en plusieurs questions dans notre questionnaire, mais il y a des musées qui se sont appropriés ce schéma-là à leur façon, en le retravaillant à leur façon, mais c'est des façons, voilà, des pistes concrètes pour amener et cerner un concept qui peut être a priori très théorique comme la citoyenneté culturelle. Et je vais passer là-dessus, mais je vais aller tout de suite à la conclusion. Donc, c'est un concept, une notion qui permet de, je crois, en tout cas, comprendre de l'intérieur l'acteur lui-même, la personne elle-même, en contexte de participation culturelle. C'est toujours la participation qui est ici centrale, c'est pas autre chose, c'est toujours une expérience de participation. Donc, l'individu participe à quelque chose, ou en tout cas, il est actif dans quelque chose, à différents degrés, bien évidemment. Ça, on pourra y revenir dans la discussion. Et en mettant l'accent, évidemment, sur les dimensions citoyennes, puis, à partir de là, l'important, je dirais, est d'identifier justement les points, les zones d'expression, les zones d'empêchement, d'évitement, de revendication, les contradictions, les conflits, voire même les zones de domination. Et c'est là qu'un organisme ou une institution, justement, se met là, dans un processus potentiellement de transformation de sa propre structure, de son propre engagement, de sa façon de faire, de sa façon de concevoir les choses, etc. Donc, je vais conclure là-dessus et on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans l'atelier qui va suivre, où là, vous allez concrètement aller vous poser vous-même la question en quoi ça vous rejoint, à quel niveau. Mais donc, sur ça, je conclus. Vous aurez le PowerPoint disponible. Il y a aussi des références à certains textes que j'ai publiés, donc si vous souhaitez poursuivre la lecture. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.